Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'Explorescence, un podcast autour de la famille, de la parentalité. On dit souvent que les parents avaient des principes et après ils ont eu des enfants. Ce podcast est fait pour parler de la parentalité, de sa parentalité, et je suis évidemment en compagnie de Clémence. Bonjour à tous. Et nous recevons aujourd'hui Joël. Bonjour. Clémence, est-ce que tu veux bien nous présenter Joël ? Donc aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Joël. Joël est une femme engagée, nourrie à la fois par l'expérience et les apprentissages, et profondément attachée au sens des mots. C'est une personne authentique, fidèle à ses valeurs. Le respect de chacun dans sa singularité, la fiabilité, la famille, l'amitié, autant de piliers qui la guident au quotidien. Aujourd'hui, c'est en tant que maman de 2 enfants qu'elle vient échanger avec nous autour de la parentalité. Et du coup, j'aurais une question pour toi. Qu'est-ce que la parentalité ? Et est-ce que, du coup, en fonction de cette définition, est-ce que tu veux nous parler de ta parentalité ? Alors pour moi, la parentalité, ça commence quand on a juste le projet d'être parent. Et ça commence avant. Pour moi, c'est une projection au départ. C'est l'idée qu'on a envie de fonder une famille, qu'on est guidé par cette envie, ce désir-là, de multiplier l'amour aussi. Je crois que c'est ça qui peut nous guider, avec l'envie d'être parent. Et puis après, il y a le concret, quand les enfants arrivent, quand ils sont là. Ce que ça peut faire vivre de joie, d'inquiétude parfois, de responsabilité. Ça, c'est quand même intimement lié. Mais c'est aussi beaucoup de bonheur pour la famille qui s'agrandit, des questionnements. Voilà, un vrai enjeu. C'est ça que je voulais te demander justement. Est-ce que tu disais que la parentalité c'était quelque chose qui venait avant même d'être vraiment parent ? Est-ce que du coup toi ça fait partie de tout un questionnement, d'un cheminement avec ton conjoint ? Est-ce que vous êtes questionné sur comment vous allez être parent ? Alors en amont, pas forcément, mais en tout cas on savait qu'on avait envie de fonder une famille. On s'est rencontrés en 2006. Et notre fils, il est né en 2011, donc l'aîné. Du coup, on était encore jeunes à l'époque, on avait fini les études. Ouais, oui, on est un peu moins jeunes aujourd'hui. Mais oui, je crois que ça s'est fait... c'est arrivé, c'était un peu inévident. Je sais pas si on l'a tant échangé que ça. On a eu le désir en tout cas. Souvent c'est la femme qui exprime qu'elle a le désir quand même. Je savais qu'il voulait fonder une famille. Quand je me suis sentie prête, je lui en ai parlé. Et il était ok avec ça. Ça s'est fait assez simplement finalement. On était prêts. Mais c'est moi qui l'ai exprimé. Ah, les hommes n'ont pas la même temporalité généralement. Non, ou peut-être socialement c'est moins attendu que ce soit eux qui le formulent. D'une manière générale, il y a des hommes qui peuvent exprimer ce désir-là, ou même au moment de la rencontre. Moi, je rêve d'avoir une famille, ou une famille nombreuse. Et du coup, est-ce que ce désir-là que tu as pu nommer, est-ce que ça a fait l'objet, justement, de se dire comment ça va se passer ? Est-ce que tu as anticipé ? Dans quel état t'étais, en fait, à ce moment-là ? Dans quel état vous étiez tous les deux ? Alors, c'est une très bonne question. Donc à l'époque, on va dire que, je vais le dire de manière poétique, mais c'est pas vraiment comme ça que ça m'était renvoyé. À l'époque, j'avais un certain embonpoint, on va dire, et du coup le corps médical m'avait bien indiqué que ça allait être compliqué de tomber enceinte. Donc quand j'ai arrêté la pilule, j'étais pas convaincue que ça arrive rapidement. En tout cas, j'avais cette appréhension-là, puisque c'était ce que le corps médical m'avait renvoyé. Et en fait, j'étais tellement inquiète à l'idée qu'il arrive que je me suis pas rendu compte qu'il était là, ce petit bonhomme. Okay. Donc j'avais perdu du poids, j'avais arrêté de fumer, j'avais fait vraiment plein de choses pour l'accueillir. J'ai déménagé aussi à quelques kilomètres de la France, puisqu'à l'époque, on était allé s'installer au Congo. Okay. Quelques kilomètres. Voilà. Quelques kilomètres, vraiment très peu. La morte à côté. Et en revenant en France de manière fortuite, je me rends compte, j'hyper-salivais, j'avais des trucs qui n'étaient pas habituels. Je me suis dit, tiens, non, c'est quand même bizarre comme sensation. Je connaissais pas cette sensation, donc je suis allé voir sur Internet. Internet est notre ami quand on se pose des questions, même s'il faut doser. Oui, et ça. Là, je vois que c'est un symptôme potentiel de grossesse, donc à la fois je suis contente, j'en parle à des amis à moi,
Et comme elle savait que j'avais ce désir d'enfant, elle me freinait un peu en mode non mais ça se trouve c'est pas ça. Ouais. J'ai dit si, Mais mais je pense te préserver peut-être. Oui, elle voulait pas que ce soit un ascenseur émotionnel. Mais j'avais bonne intuition, enfin avec un peu de décalage quand même, ça aurait été bien de l'avoir plus tôt. Donc je fais un test urinaire, classique, acheté en pharmacie, il est positif, je suis super contente. Ouais. Par contre je me dis merde, par contre si je suis enceinte, ça fait combien de temps? Parce qu'en fait j'attendais que mes règles reviennent, enfin après avoir été... Bref, j'étais vraiment dans la logique inverse. Donc j'étais entre la joie et quand même, ah mince, mais du coup ça fait un petit moment quand même que j'ai pas... Enfin, bref. Et donc je fais une prise de sang qui me confirme que je suis enceinte, mais par rapport au taux d'hormones, je savais pas si j'étais au début ou bien avancé en gros. Donc je prends rendez-vous avec le gynécologue qui, quelques temps avant qu'on parte s'installer au Congo, m'avait dit que j'allais galérer. Et là... donc, mon mari était pas là, du coup il était au Congo, puisque moi j'étais venu voir ma famille, enfin c'était un voyage où j'étais censé repartir quoi, puisqu'on y était installé, et le médecin me reçoit et il me dit, il regarde et il me dit mais c'est pas possible, on va pas pouvoir faire le test de la trisomie 21, ça fait plus de 5 mois que vous êtes enceinte. Alors, la délicatesse donc des médecins, on vient quand même pointer ça. Je crois qu'on en parle à chaque podcast. C'est la deuxième fois, effectivement. Donc déjà, quand tu avais simplement le projet, ils ne se sont pas montrés très délicats, mais alors là, quand tu annonces que tu es à 5 mois de grossesse, est d'une manière très peu adaptée. Non. Très peu adaptée. Faire le lien avec la trisomie, déjà, je comprends pas l'entrée. Je trouve ça... Peut-être félicitations, madame, vous êtes enceinte. Oui, et puis en plus, sans jauger si c'était... Il savait que c'était un projet, donc c'est bizarre de l'amener comme ça. Est-ce qu'il sait si moi ça me poserait un problème? Enfin, c'est particulier de l'amener comme ça. En fait, il a projeté ses angoisses et il s'est dit ah là, mon protocole, je ne pourrais pas le respecter. C'est ça. Ça sortait de son protocole et de son cadre. Et c'est plus ça qui m'a interpellée, c'est plutôt de l'amener sous l'angle de l'inquiétude ou d'un problème potentiel, alors que pour moi c'était une bonne nouvelle en fait. Donc je ressors de là un peu sonnée. T'étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule. J'appelle mon mari, qui donc était au Congo, et je lui dis Loulou, ça fait plus de 5 mois que je suis enceinte. C'était, donc lui, pareil, il était entre c'est cool, mais comment ça se fait que. Comment c'est possible? Voilà, comment c'est possible. Donc je vivais chez ma maman à l'époque, j'étais chez ma maman au moment où. Donc je retourne, je marche, mais j'étais un peu perdu quoi, je savais pas trop. Donc je rentre, je dis maman, ça fait plus de 5 mois. Il me dit comment ça se fait qu'on n'a rien vu et tout. Bon, mais c'est pas grave, c'est une bonne nouvelle. Elle me rassure et tout. Je lui dis mais je sais même pas s'il va bien en fait. Parce qu'en fait il t'a même pas dit s'il allait bien. Il m'a annoncé une grossesse que je savais déjà, de manière hyper abrupte, mais j'ai pas su si le bébé allait bien, etc. Puisque donc il pouvait pas faire l'examen dans les bonnes conditions, et je suis sortie un peu comme ça. Pas que l'examen de la trisomie qu'on peut faire, je veux dire, voir vérifier le cœur, les organes, il me semble qu'il y a d'autres choses à vérifier. En tout cas, mais comme ça parle aussi des traumas qu'on vit, je me souviens même pas, je crois pas qu'il ait fait l'examen, mais ça fait partie des choses qu'on zappe un peu, mais je crois pas qu'il soit allé jusque-là. C'est violent, effectivement. Donc je suis ressorti un peu, donc heureusement ma maman et ma soeur aussi qui étaient là, qui m'ont rassuré, et puis et le lendemain je suis allé aux urgences pour m'assurer que tout allait bien. La médecin des urgences était très bien, elle m'a dit... C'est bien de le pointer. Elle était bien, pour le coup, elle a été très rassurante, elle m'a dit vous savez, vous avez vécu beaucoup de changements, certains appelleraient ça du déni, pour moi ça n'en est pas, et puis de toute façon même si c'était le cas c'est pas grave, elle dit... Le tout, c'est que... il était attendu, ce petit garçon, parce que j'ai donc su que c'était un petit garçon, mais je le savais déjà. Toi, t'étais sûre? J'étais sûre, ouais. Dès qu'il me l'a dit, c'était une évidence, j'ai vite trouvé le prénom et tout, ça s'est fait assez rapidement. Okay. Et surtout, le lendemain, mon ventre, qui était plat, paf, il avait bien pris... Est-ce que tu as eu des symptômes aussi de grossesse qui sont arrivés d'un coup ou pas du tout, non? Non, j'avais l'hypersalivation dont je vous parlais, mais que j'avais pas associé pendant assez longtemps à ça. Il a fallu vraiment que ça s'installe pour que je fasse le lien.
Mais sinon, non, pas de symptômes. Et puis une grossesse, du coup, très courte. Ah bah oui. Donc, Mais pour donc, préparer... C'est ce que j'allais dire, là. Donc très courte pour préparer l'arrivée aussi. Mm. Et Ouais. là, vous étiez chacun dans un pays différent. Mhm. Et donc du coup, est-ce Bah, qu'on s'est dit la parentalité se fera à distance? Par visio. Comment on a... Bah, franchement, c'est l'avantage d'être bien entouré au niveau familial. Enfin, oui, le fait que ma famille était présente, ça a aidé beaucoup. Bah, on n'avait pas l'habitude d'être séparés en plus, donc c'était... Niveau moral, il fallait que je sois entourée quand même, c'était important. On a maintenu le lien évidemment jusqu'à la naissance. Il est venu pour l'accouchement, mais comme il travaillait, il n'a pas pu prendre beaucoup de jours. Donc en fait, quand il est reparti, j'étais pas encore sortie de l'hôpital. Donc là, c'était dur quand même. Et notre petite merveille, le premier, du coup, est arrivé. Son papa est né le 29 mars. Ils avaient déjà préparé, parce que j'ai été déclenchée. On pensait qu'il allait arriver le 29 mars aussi. Il est arrivé le 30 mars. Voilà, après minuit. Et donc là, il a 14 ans. Ok, comment tu vis l'adolescence du coup? Bah, c'est un chouette jeune homme, je trouve. Il est. Bon, c'est un ado quand même. Ouais. Hein. Ça veut dire qu'il faut l'appeler 20 fois pour qu'il descende quand on mange. Ouais. Qu'en général, quand il nous sollicite, c'est parce qu'il a besoin d'un truc bien précis, sinon Ouais. on le voit pas trop. Bon, Rien d'anormal. Un ado. Voilà, un ado. Qui va plutôt bien, on va dire. Même si. On a eu à gérer des choses un petit peu compliquées pour lui ces derniers temps, mais il va bien, globalement. Ok. Il chamaille avec son frère de temps en temps. Parce que du coup, il a un petit frère. C'est ça. La question c'était du coup comment t'as vécu ta deuxième grossesse? Est-ce que t'as eu des inquiétudes liées à la première? Alors, ça me permet de faire le lien avec ce que je vous ai pas expliqué sur la venue au monde. Ok. Ils ont 6 ans d'écart, nos garçons. Ok. Ce n'est pas anodin, c'est pas parce qu'il y a eu une crise dans le couple, comme souvent on nous dit, ah mais ils ont bah quand même 6 ans d'écart, mais c'est le même papa. Enfin voilà, des fois j'entends des choses comme ça. Oui, La c'est le même papa. délicatesse des gens. Mais par contre, l'accouchement de mon plus grand a été un peu compliqué. Donc c'était une césarienne d'urgence, avec peu d'explications pour expliquer pourquoi, suite à un déclenchement. Voilà, c'était un peu... quand c'est le premier, même quand c'est le deuxième, j'ai envie de dire, mais quand c'est le premier, tu t'attends... Enfin, t'as pas d'antériorité en termes d'expérience, donc c'est toujours difficile à appréhender, mais... donc pareil, oui, un souvenir un peu traumatique, une péridurale qui n'a pas fonctionné, enfin voilà, tout ce qu'on peut concentrer de pas chouette, et très peu de dialogue de la part des équipes, donc... franchement, j'étais pas... Je savais que je voulais un deuxième enfant, mais voilà, j'étais pas pressée de remettre le couvert, fallait déjà se remettre psychologiquement. Mais du coup, le deuxième, il est arrivé... alors, lui, il nous a pas surpris. Il nous a pas surpris. il est arrivé vraiment au moment où on pouvait... voilà, on a dit, bah, on aimerait bien... Votre moment. Voilà, on aimerait bien avoir un deuxième, mais comme pour le premier, sauf qu'on n'a pas eu de surprise. Il s'est pas caché. Non, il s'est pas caché. On l'a su assez rapidement, enfin voilà, donc pour ça, plutôt un parcours plus classique, on va dire. Est-ce que le passage de un enfant à 2 enfants, c'est plus compliqué? Je dirais que de toute façon, on n'est jamais les mêmes parents, puisque les enfants, on les a à des périodes de vie qui sont différentes. Je sais pas si c'est forcément un changement, puisque en plus 6 ans d'écart, donc ça veut dire qu'ils vivent pas les mêmes choses au même moment. Et puis le bébé, il demande toujours une attention particulière, donc oui, ça reconfigure un petit peu, mais pas de manière brutale, c'est plutôt chouette. L'entourage est content, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un petit bébé dans la famille, donc en général... C'est le petit dernier. Voilà, il est bien... Non, ouais, les enfants sont souvent attendus, donc c'est plutôt simple. Non, j'ai pas le souvenir que ça a été un gros chamboulement. Juste se remettre un peu de l'accouchement, c'était compliqué, même si l'accouchement s'est bien passé. Ouais. Et du coup, je rebondis un peu sur vos questionnements, ça me fait penser au fait que je trouve qu'on parle assez peu de ce que c'est que quand je dis porter la vie, enfin c'est une expression comme une autre pour dire attendre un enfant ou s'apprêter à accueillir un enfant, il y a plein d'expressions. Porter la vie, moi ça me parle beaucoup parce que je parlais de responsabilité tout à l'heure, la responsabilité elle commence là, mais dans quelque chose de pas maîtrisé pour moi, c'est-à-dire
À chaque fois qu'on fait un nouvel examen, on se dit, on est content de savoir que le bébé va bien, que ça se passe bien pour lui, et en même temps, on n'a aucune certitude. Donc, on est partagé entre, c'est super chouette qu'il soit là, c'est le meilleur coloc de ma life, mais du coup, je trouve qu'on parle pas beaucoup, enfin, c'est très idéalisé, la grossesse, je trouve, et même dans le discours des mères, et je trouve que des fois, c'est bien de dire, notamment aux futures mamans, sans leur faire peur, mais si on doit parler franchement de ce que ça implique, il y a quand même cette donne-là qui est importante. L'idée qu'on parle de projection, mais justement on maîtrise pas, et on vit un peu les choses au jour le jour, en espérant qu'une fois qu'il sera là, tout ira bien, etc. Et ça fait partie de ce qu'on porte déjà. C'est ça qui fait qu'on est déjà maman, avant qu'ils arrivent. On dit que c'est plus compliqué pour les papas, mais c'est aussi parce qu'ils ont pas ils la vivent pas, cette cohabitation bien particulière. Ou en tout cas, ils la vivent différemment. Enfin, c'est pas une cohabitation. Enfin, c'est une cohabitation extérieure. Enfin, c'est différent sur le plan physiologique, mais du coup aussi sur le plan psychologique. Et en termes d'inquiétude, moi je dis souvent... alors, c'est bizarre, quand j'étais enceinte, j'ai jamais été aussi sereine. C'est-à-dire que je n'avais pas le choix et que ça ne se maîtrise pas. Et ça me fait rebondir, justement, t'en penses quoi, tu sais, puisque tu parles de la grossesse et de pas maîtriser, j'ai vu que là, il sortait des appareils pour écouter le cœur, que tu peux brancher sur ton téléphone avec une application, je sais pas quoi. T'en penses quoi de ça, de cet appareil que tu peux avoir à la maison Beaucoup trop anxiogène pour moi, ça. Enfin, après que ça puisse rassurer certaines mamans, pourquoi pas. Mais déjà, moi, je trouve que les prises en charge, elles sont trop... Il y a beaucoup de stress aussi. Enfin, en fait, il y a toujours un revers. C'est-à-dire que c'est chouette d'accompagner les futures mamans et qu'elles aient des rendez-vous réguliers pour savoir si tout va bien. La notion de régularité, en plus, elle varie d'une maman à l'autre. Il y en a qui vont trouver que c'est pas assez, d'autres trop. Moi, je trouve qu'il y a plein d'examens, plein de trucs. C'est toujours au cas où il y aurait un problème. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Il faut faire le test de c'était quoi pour la glycémie, là, un liquide. Ouais. Ça, c'est pareil, faut le dire aux futures mamans ou pas. En fait, des fois, je sais pas, je me dis, est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il faut leur laisser la surprise? Moi, je pense qu'il vaut mieux savoir. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux dire. Et après, les mamans, elles vont écouter ce qu'elles ont... Enfin, les futures mamans vont écouter ce qu'elles ont envie d'écouter. Ça. Moi qui n'ai pas d'enfant, effectivement, j'aime mieux qu'on me dise tout. Et après, j'aurai mon expérience si un jour j'ai cette expérience. Mais vraiment désolée de te la prendre. La glycémie, c'est vraiment dégueu. Non mais voilà, moi je pense que après c'est mon parti pris où j'aime mieux savoir justement et apprendre des expériences de mes amies, enfin des autres femmes. Et de toute façon, ce qui ressort, c'est que aucune grossesse, aucun accouchement n'est le même d'une femme à une autre ou même d'une femme sur 2 fois comme de grossesse ou même plus quoi. Puisqu'en fait c'est cet enfant-là, ce bébé-là, à ce moment-là, avec cette maman-là. Mais moi je veux bien tous vos témoignages. En tout cas nous on est ok pour transmettre, voilà, on te mentira pas si tu nous poses les questions. Okay. C'est ça qu'il faut se dire. Le truc de c'était merveilleux, je recommence demain, faut doser quand même. Parce que c'est quand même une aventure. Alors, j'ai vécu une super grossesse pour le coup, mais je recommencerai pas demain. Pour autant. Moi, le truc de oui, une fois que t'as ton enfant, t'oublies tout, je suis pas hyper convaincue quand même. Je comprends qu'il y a une mémoire un peu sélective et que t'es en mode endorphine à plein, ocytocine à plein, et du coup, tu prends, et ton corps il se rappelle de ce qu'il y a de bon, mais pas que, je pense quand même. Oui, t'as ton enfant sur toi, c'est génial. Et puis en fait, on est en train de recouper ton épisio. Moi, il y a un moment donné, mais la péridurale a fait moyen effet. Il y a un moment donné, je suis pas hyper convaincue de ça, quoi. Que tu sentes rien parce que t'as ton enfant contre toi. Mais je peux évidemment me tromper. Et je veux me tromper d'ailleurs. Ce sont des expériences très singulières. Ouais. Moi, je pourrais dire que j'ai oublié pour le deuxième. Même si l'accouchement n'a pas été facile. Voilà, une péridurale qui n'a pas fonctionné et tout. J'ai été bien accompagnée par les professionnels, les sages-femmes et tout, donc vraiment une fois qu'il était là, c'est vrai qu'il y a un truc quand même physiologique qui fait que ça... Ça soulage. En fait, t'es conscient. C'est comme quand t'as... d'ailleurs, j'ai expérimenté, et j'aurais jamais pensé que ça fonctionne sur moi, de l'hypnose. Je m'étais toujours dit, je crois que j'avais déjà expérimenté pour autre chose, l'arrêt du tabac ou je sais pas quoi. Je pensais que j'étais pas réceptive, et franchement, c'était presque magique, quoi. J'oubliais la douleur alors que franchement elle était intense. Le maïeuticien est venu
il m'a fait faire quelques exercices, et après c'est mon mari qui a pris le relais. Franchement, ça m'a aidé à tenir vachement, enfin, c'était une agréable surprise. Moi, je pense que ça parle beaucoup de l'importance d'être bien entouré sur le plan relationnel, familial, etc. Et aussi par les équipes soignantes. C'est vraiment ça qui peut faire que le moment, il est... Enfin, ce qu'on garde du moment, ça parle de tout ce contexte-là aussi. Ouais. Après, on est toutes différentes, et comme tu dis, c'est une histoire qui est différente, qui est propre à chaque petit bout. Mais je crois que même dans la vie en général, quand il y a du positif, quand il y a du positif au bout, on oublie ce par quoi on est passé, en fait. Mais souvent avec du recul. On se dit, ouais, purée, j'en ai chié, mais qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi ça que les gens disent. Ouais, mais c'est comme... souvent on dit, tu verras, ton enfant, c'est un coup de foudre au premier regard, dès que tu l'as, c'est le coup de foudre, sauf que c'est pas vraiment le vécu de toutes les mamans non plus. Je pense que c'est un peu à ce même titre-là, tu vois, par exemple, où on peut se dire on oublie pas. Je pense que c'est propre à chacun et à chacune. Et effectivement, beaucoup de l'entourage et de l'équipe soignante. Je pense que si on n'a pas l'équipe soignante qui est vraiment attentionnée, bienveillante, effectivement, ton vécu de grossesse et d'accouchement, il n'est pas du tout le même, quoi. Oui, et ce que tu abordes là, Laura, c'est aussi la question des représentations. Comment socialement, c'est acceptable de dire certaines ou certaines choses. J'ai des connaissances qui ont pu me dire avec du recul, ma petite, elle n'était pas jolie quand elle était petite. Moi, ça me choque un peu parce que j'arrive pas à voir ce... Pour moi, un bébé, c'est un des seuls êtres au monde... Bon, je suis pas sensible aux chats, tout ça, je suis pas fan, donc... Mais un bébé, c'est quand même... Non, mais dans le côté cute, trop mignon, le truc qui va te faire... Je suis une maman chat. Voilà, enfin... Moi, ça me parle pas, mais je peux comprendre que ça parle à d'autres. Mais en tout cas, moi, bébé et moche, c'est deux termes qui vont... C'est antinomique, quoi, ça va pas ensemble. Okay. Un bébé, ça me fera forcément fondre. C'est de l'innocence, c'est presque un être miraculeux, parce que on n'est pas en mesure d'expliquer ce truc de dingue, quoi. Ouais. Mais en même temps, tu vois, tu prends en compte pas que la beauté extérieure, en fait, du coup. Là, ce que tu viens de dire, là, tu viens de parler de l'innocence, de vraiment... C'est toute la symbolique. Ouais, et je pense que là, c'est plus la symbolique aussi du bébé, et ce que ça représente, en fait. Plus que, oui, effectivement, il est pas beau. Ça me vient même pas à l'idée de... Enfin, ça m'évoque pas ça. Je serais pas sur des critères de... Alors qu'un bébé chat, tu peux le trouver moche. Non, je peux pas le trouver moche, mais objectivement, c'est même mignon, les chats. Mais je suis pas sensible. Ouais, mais et puis, c'est trop bizarre de déjà mettre des critères de beauté à un enfant. Enfin, un bébé qui vient de naître. Bienvenue dans notre société. C'est hyper bizarre de déjà le mettre dans une case beau, moche. Et donc là, du coup, ton aîné, on a dit, à 14 ans, ton deuxième à 8 ans. 8 ans. Est-ce qu'il va bien aujourd'hui ? Il va bien, il va très bien. Il a plein d'énergie, beaucoup de choses à raconter. Et en grandissant, est-ce que... moi, je pense en termes de relation de fratrie, tu vois, par exemple, ils ont 6 ans d'écart, effectivement. Est-ce qu'il y a des périodes qui ont été plus compliquées ou plus simples même par rapport à la différence d'âge ? Ouais, le fait de pas vivre les mêmes choses, à la fois ça crée un lien qui est particulier et à la fois un décalage qui est quasi permanent. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir ce qui les lie, ce qu'ils arrivent quand même à faire ensemble en dépit de cette différence-là. Donc quand le grand est un peu dans sa superbe, c'est bon, c'est un petit... Des fois, tu les regardes en train de jouer ou de faire un truc et ils sont au même niveau, c'est rigolo. Après, voilà, il y a toujours l'image un peu caricaturale de l'ado qui dit à son petit frère « pousse-toi, machin », ou le petit qui dit « ouais, mais il veut jamais passer du temps avec moi », etc. Voilà, on vit un peu ces choses-là au quotidien. Mais bon, ça fait partie du truc, quoi, justement de pas vivre les mêmes choses au même moment, ou en tout cas avec quand même du décalage, ça nourrit la relation autrement. Et vous, en tant que parents, vous essayez de faire de mettre des choses en place pour fédérer, justement, pour, j'allais dire entre guillemets, forcer le fait qu'ils fassent des choses ensemble, ou c'est carrément ok que ils n'ont pas le même âge et que s'ils n'ont pas envie de passer ce temps-là ensemble, c'est entendable pour vous ? C'est les deux, c'est-à-dire qu'on essaie de
trouver l'équilibre entre le fait que oui, quand t'es en quatrième, t'as pas forcément envie de faire les mêmes choses. Mais après, le petit va plutôt essayer de faire les mêmes choses que le grand, donc on va dire que ça s'équilibre un peu comme ça. Moi, je les invite à passer du temps ensemble et à ce que le plus grand soit plus indulgent parfois avec son frère qui est plus petit, dans le souhait de vouloir passer du temps avec lui, etc. Oui, vous avez de l'écart, mais il y a aussi des choses que vous pouvez partager. Donc, t'as un exemple de ce qu'ils partagent? Ils aiment bien jouer aux jeux vidéo. Oui, ils ont encore des trucs en commun qu'ils regardent à la télé. Bon, je suis pas du tout au fait des trucs de manga, des machins. Enfin, voilà. Le plus petit commence à lire des mangas comme le grand, donc, mais dans des catégories beaucoup plus restreintes, parce que vu l'âge, il peut pas accéder à tout. Donc des fois, il va lui piquer en douce, puis t'es obligé de reposer le cadre pour lui dire « ça, ce n'est pas de ton âge, on t'a acheté des mangas exprès ». Certes, c'est peut-être moins fun dans l'idée, mais tu les récupéreras plus tard, quand tu auras l'âge. Voilà, ils partagent des choses en commun. Donc, quand il y a des dessins animés qui sortent au cinéma et que le grand, il est encore un peu dans l'entre-deux pour certaines choses. Donc voilà, ils ont des choses comme ça qu'ils partagent. Mais sinon, c'est vrai que quand on est au collège, on a déjà beaucoup de devoirs le soir. Il y a les activités, ça prend du temps. Et ça peut m'amener à parler aussi des temps passés en famille. Hein. Ouais, moi, là, ce qui me venait, c'est l'idée de la transmission. Tu vois, le fait que ton plus grand transmette sa passion, entre guillemets, à son petit frère. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous, en tant que parents, vous aimeriez transmettre à vos enfants? Une des choses les plus importantes pour vous, ou une ou plusieurs, hein. Ce qui est important et ce qui, je pense, les aidera à grandir, c'est d'être tolérant et empathique. D'arriver à se mettre à la place des autres, ça c'est quelque chose que j'essaie de cultiver chez eux. C'est-à-dire, quand on pose un acte, il faut toujours mesurer ce que ça fait vivre à l'autre. Ça me paraît essentiel dans les relations humaines, en fait, tout simplement. Si on n'arrive pas à se mettre à cet endroit-là, la vie elle est déjà compliquée, ça l'est encore plus si on ne fait pas cet effort-là, qui n'en est finalement plus un, si ça fait partie de notre mindset. Donc ça, j'essaie de leur transmettre ça, surtout que l'intolérance, ils en vivent, donc... Mais du coup, ça leur apprend à vivre les choses un peu... à prendre de la hauteur, à comprendre pourquoi certains sont parfois dans ces fonctionnements-là. Ouais, et puis presque peut-être quand il y a de l'intolérance vis-à-vis d'eux, peut-être aussi de se dire que ok, ça m'appartient pas en fait. C'est pas moi. Le fait d'être empathique, je trouve que ça amène aussi ça, à être empathique envers soi aussi. Et en fait, on prend pas ce qui nous appartient pas. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, surtout à ces âges-là, où je pense qu'effectivement ça doit être beaucoup... ça doit être compliqué, je pense, à gérer, même si toi, c'est quelque chose que tu as envie de partager avec eux, la tolérance. Tu voudrais nous en parler un peu plus de ce qu'ils vivent en ce moment ou... Oui, je pourrais. Avant ça, je pense à une chose. Les enfants, ils nous apprennent aussi des choses, hein, et parfois on leur prodigue des conseils. L'adulte n'est pas le sachant. Non. Ouais. Non. Exactement. Ils nous apprennent des choses. Et mon dernier, il me disait il y a quelques semaines, il y avait un copain qui des fois l'embêtait à l'école, mais à chaque fois il me parle de lui, donc je comprends qu'ils sont quand même souvent en interaction, et du coup spontanément, je dis pourquoi t'es toujours avec lui? Il me dit mais maman, c'est pas parce qu'il est pas gentil que je peux pas essayer de faire en sorte qu'il soit sympa. Bon, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Il a envie de faire son expérience, le tout c'est que ce soit pas souffrant pour lui, mais s'il a envie de... Même si mon regard me dit qu'il l'expérimente, s'il s'en sent capable, la réalité, je pense, c'est que je sais pas si on change tant que ça, en fait. Et je sais pas si c'est confortable ou si c'est raisonnable de se dire que si l'autre ne nous convient pas dans ce qu'il est, on peut l'amener à changer. Ça, c'est une vraie réflexion que j'ai. C'est son expérience. Une fois qu'il a dit ça, j'ai rien à rajouter. Ça. Lui, il expérimente et toi, tu seras là pour accueillir, on va dire, la conclusion de l'expérience, qu'elle soit, on va dire, positive ou négative, mais dans tous les cas, lui, il aura appris quelque chose. C'est ça. Mais c'est lui qui il fait le choix de... je trouve que c'est important, parce que si tu le laisses pas faire, et que tu lui dis non, si tu lui amènes la réponse sans qu'il vive, il recommencera. Et en fait, il apprendra pas de lui-même. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, et en termes d'expérience, comme un tout petit, si on ne le laisse pas expérimenter le fait d'être debout et la marche,
il n'apprendra jamais par lui-même. Si on le met directement debout et on lui dit allez marche, on le force à marcher, il fera pas. Enfin voilà, et du coup je trouve qu'il fasse l'expérience. Je suis carrément... Tout en étant sécurisé, comme un tout petit, tout en étant sécurisé par son grand frère, ses parents qui sont là pour le soutenir et accueillir la conclusion de cette expérience qui est la sienne. C'est ça. Et puis peut-être qu'il aura besoin de retourner encore et encore, et vers d'autres, et ainsi de suite. Et après, ça peut créer des vocations, hein. Rappelle-moi ton métier. Je suis... alors, pas en ce moment, mais je suis de formation assistante sociale. Ouais, voilà. Beaucoup trop de travailleurs sociaux. Au mètre carré. C'est vrai. Forte concentration. Du coup, tu me parlais tout à l'heure des expériences de ton aîné où il a vécu des choses un peu compliquées. Est-ce que tu veux nous en parler ? Je vais pas évoquer cet épisode en particulier, mais d'une manière générale, bon, ça se voit pas là, mais d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas mal safe, mais bon, je vais quand même en parler. Je suis une personne racisée, donc ça m'amène à vivre quelques aventures au quotidien. Dans le discours des petits, souvent des plus grands. Bon, quand on parle de racisme systémique, c'est l'idée que ça se niche un peu partout, ça se loge un peu partout. Et voilà, c'est des choses de cette nature-là, en tout cas, qu'on a appréhendées en ce moment, enfin, depuis toujours, depuis qu'on est parents, en fait, finalement. Donc, avec des moments où ça redonne de la force pour mener le combat, d'autres fois où c'est juste épuisant de constater que voilà, je vais avoir bientôt 40 ans, je suis né en France, j'ai grandi en France, c'est des expériences que moi-même j'ai vécues. On est supposé se dire que le temps avançant, on est supposé évoluer positivement. On est plutôt dans la régression pour ce genre de sujet. C'est compliqué, hein, je pense que ça... Bon, il y a beaucoup de littérature là-dessus, en tout cas, si c'est des questions qui intéressent, il y a de quoi trouver un certain nombre de choses, c'est certain. Après, c'est quelle visibilité on donne à ces sujets-là. Je crois quand même que la réalité aujourd'hui, c'est comment on se sent légitime à être français. Moi, je suis française et fière de l'être, et je crois être une ambassadrice farouche de la langue. Là où d'autres, franchement, mériteraient de faire un petit effort. Oui, c'est pas le drapeau français, la fleur de lys, dans le pseudo Instagram ou TikTok qui fait qu'on non, se sent français. Vraiment pas. Je pense que ça commence déjà par être l'ambassadeur des choses positives voilà, qui vont avec le fait d'être français, porter certaines valeurs. Ça suffit pas de... Enfin, de toute façon, c'est incompatible avec le fait d'être dans la haine de l'autre. Rien que si on entend la devise, normalement, ça devrait pas être compatible. Mais la réalité, en tout cas, c'est que ça amène une posture particulière et que c'est quelque chose qu'on est obligé... Tu parlais de transmission tout à l'heure, Laura, on est obligé de transmettre ça à nos enfants. On est obligé de leur transmettre qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. Qu'à l'école, s'ils se tiennent pas bien, ce sera plus compliqué pour eux. En plus, c'est 2 garçons, donc ils seront exposés à un certain nombre de choses, même si on est dans un environnement... Déjà, en tant que garçon, on a d'autres attentes, déjà, en tant qu'homme, par rapport à une femme. Voilà. Mais si en plus, effectivement, ils sont racisés, moindre fait et gestes, c'est vrai qu'on pardonne moins. Ils sont forcément plus vite dans le viseur, plus vite repérés, plus vite... ils ont moins de droit à l'erreur. Et il y a quand même une grosse notion d'injustice là-dessus, quoi. Comme dirait ma petite sœur, et j'adore cette phrase, elle me dit, de toute façon, nous, on a toujours été comme les pépites de chocolat sur les cookies. Hein. Et on parle pas de cookies très généreux, hein, pour le coup, en pépites, j'entends. Donc après, c'est mignon, parce que la pépite, ça a aussi une connotation positive, mais... Plutôt, on préférait qu'il n'y en ait pas trop, en fait. Donc, il y a ça aussi, dans la logique de la transmission, il y a ça. Il y a ce truc-là de faire attention et ce truc un peu de la mise en garde, des choses qu'on est obligé d'aborder très tôt. Et d'ailleurs, il vaut mieux les aborder tôt parce que la confrontation, elle se fait très rapidement. Je parle de confrontation parce que c'est vraiment le terme, on est sur quelque chose de brutal. Pour l'anecdote, je vais pas parler de ce qui vit en ce moment, mais je peux vous parler d'une anecdote quand il était plus petit,
où on lui touchait les cheveux régulièrement, ses petits camarades. Il était à la maternelle. Et donc il me le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oui, maman, les autres enfants, ils touchent mes cheveux, ça m'embête. Bon, je suis pas interventionniste. Oui, mais il vient quand même te signifier Voilà. que ça l'embête. Voilà. En fait, si ça l'embêtait pas, en soi. Donc au bout d'un certain nombre de fois, je me dis, bon, je vais en parler à la maîtresse, quoi. Et donc je vais la voir en lui disant, voilà, ça l'embête qu'on lui touche les cheveux de manière répétée. Et là, elle me dit, oui, mais vous comprenez, c'est parce qu'ils sont confrontés à la différence. Et je lui dis, ah, mais mon fils, qui est le seul noir de l'école, il n'est pas confronté à la différence, lui. Et du coup, il va pas toucher les cheveux des autres. Enfin, comment ça se passe, en fait? Donc là, elle reste un peu... elle se fige un peu. Enfin, en fait, c'est des questions que les adultes ne se posent même pas. Et ils entretiennent des idées complètement absurdes. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on dit une expression que je déteste. Clémence sourit parce que je lui en ai déjà parlé plein de fois. Mais je n'aime pas cette expression. Gens issus de la diversité. Je ne suis pas une personne issue de la diversité toute seule. La diversité, c'est pas nous les blancs et vous les autres. Ça n'existe pas. La diversité, c'est tout le monde. On peut parler de ça aussi. La diversité d'individus, peut-être. De caractère, d'individus, y compris tout le monde. Enfin bon, pour moi, c'est ça la diversité. Ah oui, mais ça, c'est ta définition. Oui, ça, c'est ma propre définition. Les petits oiseaux, entre guillemets. Ça, non, en vrai, c'est la vraie définition. Mais c'est pas comme ça qu'elle est utilisée. Non, pas du tout. On sait que les gens issus de la diversité, c'est ceux qui sont pas blancs. C'est ça que ça veut dire. Oui. Ce qui pose un problème. Il y a les blancs et les autres, quoi. C'est ça. Après, c'est ainsi que le monde fonctionne. Ça, on va pas... En fait, c'est pas que c'est faux au sens... comment dire? C'est une réalité. C'est la réalité du monde. C'est comme ça que le monde est construit. Moi, je le déplore parce que je le trouve particulièrement injuste, parce que je trouve que c'est excluant comme manière de voir les choses et qu'en plus, c'est impropre sémantiquement parlant. Mais la réalité, c'est que c'est bien ça. Les gens issus de la diversité, c'est tous ceux qui sont pas comme nous. Je fais des gestes avec mes mains, mais on voit pas du coup. Ouais. Ça faisait un geste de balayage sur le côté. C'est ça. Donc voilà, dans la jolie description qu'a fait Clémence, elle parlait de comment je suis sensible à ça. Ça, c'est vraiment un truc qui m'interpelle. On parle il y a un terme pour parler de ça, on parle de charge raciale. Je trouve que c'est un terme très juste, dont on parle de plus en plus maintenant, c'est assez récent. Mais ça parle de toute cette suradaptation, justement, pour pouvoir exister dans la société. Et je le dis souvent, avec mon mari, on a la chance d'avoir créé un environnement qui soit confortable pour nos enfants. C'est les pépites de chocolat. Ils sont exposés, mais ils ont quelque chose en moins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des problématiques qui sont liées à une précarité financière, par exemple. Ils n'ont pas à gérer ça. Et à la fois, je me dis que c'est presque pas un cadeau. Vous allez trouver ça bizarre, mais je vais développer. Je me dis que c'est presque pas un cadeau parce que ça les préserve d'une... Comment dire ? L'inscription sociale dans laquelle ils se trouvent ne leur permet pas de vivre le racisme à 3000%. Ils en sont un peu préservés parce que ce sont des enfants pour le moment, donc ils le vivent dans un cadre qui va être bien circonscrit, celui du cadre scolaire, etc. Ils ne sont pas encore dans le milieu du travail. Ce qui est d'ailleurs suffisant déjà. Ce qui est déjà bien assez. Mais en tout cas, ils n'ont pas en plus de la discrimination qui va être sociale. Donc ça les préserve un petit peu. Ils sont minoritaires, donc je sais que c'était compliqué d'être minoritaire quand j'étais petite. Parce que tu étais tout de suite pointé du doigt. Comment dire ? Après, peut-être entre filles et garçons, même s'il faut... Les questions de genre, elles sont pas forcément à mettre sur la table de manière impropre, mais je dirais que c'est peut-être pas la même chose pour une petite fille et pour un petit garçon, parce qu'ils se jouent pas les mêmes choses aussi entre les enfants. Moi, je sais que très tôt, j'étais plus sensible à ça, et ça générait vraiment de la colère chez moi, de l'injustice. Enfin voilà, après c'est mon tempérament, et je me laissais pas faire pour le coup. Okay. C'est-à-dire que même si ma maman me disait en gros prendre la distance, etc., c'est plutôt l'éducation que j'ai reçue, c'est de pas forcément aller au conflit, etc. Quand je subissais du racisme, soit de la part de mes camarades, soit des enseignants, je laissais pas passer. Quand on écorchait mon nom en me disant vu que ça vous convient pas, je vous appellerai comme ça jusqu'à la fin de l'année, je lâchais pas l'affaire. Voilà, je pense que ça a été plutôt... Souffle fort. Ouais. Je pense que ça a été plutôt formateur pour moi.
Mais j'essaie de transmettre ça à mes enfants sans en faire forcément des fervents militants, mais au moins qu'ils aient conscience et qu'ils se laissent pas faire pour des trucs... et du coup qu'ils laissent pas faire aussi d'autres. Ouais. Voilà, il y a des sujets sur lesquels il faut pas transiger. Chacun est comme il est, avec ses particularités. Des fois on essaie de les mettre au même niveau. Oui, mais moi c'est pareil parce que je suis rousse, moi c'est pareil parce que je suis... Peu importe, moi je valide aucune forme de discrimination. Les gens ont le droit d'exister pour ce qu'ils sont et pas avoir à se justifier d'un certain nombre de choses ou comment dire, je crois qu'on a assez à faire avec ce qu'on est nous-mêmes pour aller s'occuper de la réalité des autres, quoi. Voilà. Donc c'est ça que j'essaie de leur transmettre. Et tu parlais de charge raciale, du coup, est-ce que tu peux définir ça? Moi, enfin, comme je le comprends, c'est le fait de devoir anticiper les choses. Par exemple, tu disais de transmettre à tes enfants, on t'attend un peu plus au tournant, enfin en tout cas, est-ce que c'est ça la charge raciale, c'est-à-dire d'appuyer en fait sur ça, en fait, sur cet aspect-là, dans l'éducation en fait? Ça peut être ça. Ça peut être la stratégie. En tout cas, la charge, c'est ce qui va t'incomber parce que tu es une personne racisée. Ouais. On parle, oui, de stratégie, tout à fait. Il y en a qui vont avoir d'autres stratégies, c'est-à-dire ils vont prendre les choses avec humour, plus de détachement quand on leur fera des... Ça, c'est, voilà, ça pour moi, c'est une stratégie. Okay. Ce n'est pas la stratégie que j'ai choisie, mais c'en est une. Même si tu as beaucoup d'humour. Voilà, tout à fait. Je rigole sur plein de choses, mais par exemple, les blagues sur les blondes, ça me fait pas rire. Enfin, il y a plein de trucs. En général, la discrimination ne te fait pas rire. Non, pas du tout. Voilà. En tout cas, quand on est à l'endroit de faire du mal à l'autre, je valide pas. Voilà, okay. On est là-dessus. C'est ma base et c'est ça que j'essaie de transmettre. Après, on n'est jamais à l'abri de faire du mal à quelqu'un, mais je pense que si on réfléchit à ce qu'on dit avant de parler, en général... Ça balise un peu, quoi. Ouais. Et puis que même si on peut être maladroit, après, une fois reconnu, on peut aussi aller présenter ses excuses à la personne. Exactement. C'est aussi possible et on le fait peut-être pas assez. On demande souvent aux enfants de le faire. Ah bah oui, mais regarde, t'as dit ça, va dire pardon. Mais en tant qu'adulte, on a aussi le droit d'aller s'excuser envers un adulte et envers un enfant quand on a été maladroit. Que ce soit son enfant ou un enfant en général. C'est aussi valable et possible. C'est hyper important et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on cultive beaucoup. Vous, oui, vous, c'est votre quotidien de rappeler ces choses-là qui semblent basiques et évidentes, mais et ça, je m'inclus aussi là-dedans. Hein. La bienveillance, c'est une vraie préoccupation, mais qu'on n'arrive pas toujours à entretenir parce qu'on est happé par le quotidien, parce que des fois ça va vite, parce que les enfants dès qu'ils se réveillent le matin on leur met la pression parce qu'à 8h il faut qu'ils soient déjà au collège ou qu'on les... Enfin ils ont la pression dès le matin, ils ont la pression dès qu'ils sont tout petits, même avant qu'ils parlent, parce qu'il faut les déposer à la crèche, parce qu'il faut les déposer chez la nounou, enfin je veux dire on est à des vies à 300 à l'heure, parfois on sait pas trop pourquoi on est à 300 à l'heure, mais en tout cas c'est ce qu'on vit. Donc oui, ces rythmes là qui sont effrénés ou parfois on cherche le sens, on les subit tous, ouais. Et quand je dis on les subit, c'est-à-dire que parfois on en a conscience, c'est pas pour autant qu'on arrive à se réajuster, ça s'impose un peu à nous. Après, il faut accepter au moins de le nommer, puis aller chercher des solutions. Mais en tout cas, oui, si je reviens à ta question, oui, la charge raciale, c'est tout ça. En tout cas, c'est ce que j'en comprends, c'est comment cette particularité dans la société, je vais parler de particularité, puisque apparemment c'en est une, hein. Enfin des fois, ça me fait penser... En tout cas, c'est ce qu'on nous amène à dire. Oui, tout à fait. C'est comment on s'adapte à une société qui n'est pas pensée pour nous, qui fait que si on allume la radio, si on écoute la télé, si on va sur les réseaux, c'est tellement banal de lire des choses qui sont pas adaptées, d'entendre des discours qui sont ultra violents, de traduire des gens qui parlent en langue française, c'est tout à fait audible, on a mis des sous-titres en dessous, juste parce qu'ils ont un accent, enfin, on accepte la diversité, et pas par rapport à un référentiel donné. Mais en tout cas, oui, c'est toutes ces stratégies-là, dans l'éducation, mais aussi dans le monde du travail, hein, moi j'arrive, je suis toujours à la seule pépite de chocolat dans une réunion, en plus je suis une femme, en plus il se trouve que j'ai pas toujours ma langue dans ma poche, mais même si ça j'apprends à le mesurer, parce que j'ai pas envie, on aime bien coller aux femmes qu'elles sont hystériques, quand c'est des femmes noires c'est encore pire, on appelle ça la misogynie noire, il y a plein de termes joyeux pour parler de plein de réalités, hein, pour peu qu'on s'y intéresse, mais voilà, c'est... En tout cas,
moi, ça me réconforte d'entendre qu'il y a de la littérature là-dessus. Ça veut dire que je suis pas toute seule à en faire l'analyse, même si c'est triste ce sujet-là, même s'il prend beaucoup d'espace dans mon quotidien. Donc c'est... Ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que souvent on s'entoure de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, et du coup ça nous préserve d'un certain nombre de choses. Quand on est racisé, ça ne suffit pas d'avoir des personnes bienveillantes, même si c'est hyper important. Dehors, il y a la société et ce qu'elle est, et toutes les violences qu'elle peut comporter. Donc, je pense que ça, dans tous les cas, c'est toujours important d'être... c'est essentiel d'être bien entouré. Et surtout de gens qui vont pas te dire que tu focalises trop, ou qui vont aussi accepter d'entendre... ça devrait être la préoccupation de tout le monde, en fait, et pas juste des personnes qui y sont confrontées. Ça vaut pour toutes les formes de discrimination, ce que je dis. Mais voilà, sachant qu'il y a des personnes en plus qui cumulent des particularités et donc des discriminations, on parle d'intersectionnalité, enfin voilà, il y a de quoi faire en la matière. Donc c'est comment on s'éduque collectivement. On n'est pas vraiment sur le bon chemin, je pense, dans une marche globale, mais il y a quand même des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui ont envie de pouvoir vivre les uns avec les autres. Il y en a. On a l'impression qu'ils prennent moins de place, mais ils existent. Donc, ou qu'on leur donne pas la place. Ouais. Oui, le discours majoritaire, il vise plutôt à dire qu'il faudrait que chacun soit chez soi, qu'on ferme les frontières, et puis... Bon, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou des choses que tu voudrais... une petite phrase peut-être que tu voudrais dire pour la fin? Eh bien, une petite phrase, un mot, beaucoup de gratitude, parce que je suis très contente d'avoir partagé ce temps-là avec vous. L'entrée, c'est la parentalité, mais du coup, ça nous amène à aborder plein de choses, et c'est ça qui est chouette. Moi, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, pour votre projet. Il faut que les personnes découvrent tout ce que vous avez à leur proposer. Ça, c'est important. On a besoin de professionnels engagés, notamment dans le champ du social, parce que les travailleurs sociaux sont les artisans d'une forme de bien-être ou de réparation dans cette société, même s'ils sont très invisibilisés, même si quand on pense à qui essaie de faire en sorte que la société se porte un peu mieux, c'est rare qu'on les évoque. C'est vraiment travailler dans l'ombre, mais pas sans conviction. Donc voilà, une belle route à vous. Longue vie à notre amitié, parce que ça c'est important. Et puis pour les auditeurs, j'espère que voilà, ils auraient apprécié. Moi en tout cas c'était chouette de partager ce moment, même si voilà, ça fait évoquer des choses chouettes, mais aussi des choses... Bon, c'est la vie quoi. Le mot de la fin, c'est la vie quoi. Ouais. Merci beaucoup à toi Joël pour ta participation. Tu as été partante dès la proposition. Merci pour ta confiance surtout. Ouais, c'est tellement une chouette idée. Il faut encourager les chouettes idées. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Vous pouvez partager le podcast, vous abonner et nous retrouver sur les prochains épisodes. À bientôt. À bientôt.